Bonjour, moi c'est Anaëlle et bienvenue dans Les Becs Sucrés, le podcast français 100% gourmandise. Dans Les Becs Sucrés, nous partons ensemble à la rencontre des personnalités qui façonnent le milieu de la pâtisserie et de celles qui bousculent les codes de la boulangerie. Le but, découvrir leur parcours, ce qui les fait vibrer au quotidien et leur vision de l'avenir. Aujourd'hui, nous recevons Bérénice Lecomte, chef pâtissière, gérante et créatrice de la boutique parisienne VG Pâtisserie, la première pâtisserie 100% végétale en France. Avant de débuter l'écoute de cet épisode, je vous propose un rapide rappel de la différence entre le régime alimentaire végétarien et vegan. Les végétariens ne consomment pas d'animaux, donc ni poisson, ni viande. Dans une pâtisserie classique, ils doivent donc simplement faire attention à la présence de gélatine dans certains desserts. Une personne avec un régime alimentaire vegan ne consomme quant à elle aucun produit d'origine animale, donc ni œufs, ni produits laitiers, ni miel. Elle ne peut donc pas manger la plupart des pâtisseries traditionnelles françaises. C'est pour remédier à cela que Bérénice a créé VG Pâtisserie en 2017. Elle a accepté notre invitation pour nous parler de son parcours et de sa vision de la pâtisserie. Bonjour Bérénice. Bonjour Anaëlle. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je m'appelle Bérénice, j'ai 30 ans et j'ai créé la première pâtisserie végane de France en 2017. Et ça s'appelle VG Pâtisserie. Qu'est-ce que tu as fait comme étude avant ? Est-ce que tu as toujours voulu te diriger vers la pâtisserie ou ça a été un cheminement ? Moi, je me suis très longtemps cherchée, étant jeune, pour savoir ce que je voulais faire. J'hésitais, kiné, polyscientifique, coiffeur. Et puis finalement, je me suis rangée. J'ai toujours aimé la nutrition, donc j'ai fait un diplôme d'ingénieur en alimentation et santé. Donc c'était l'étude de toutes les maladies liées à l'alimentation, tout ce qui est cancer, insuffisance rénale, obésité. Et puis après, bien sûr, j'ai fait un CAP pâtissier en reconversion adulte en 6 mois. Ça a été quoi le déclic ? C'est les études qui te plaisaient pas ou t'as rencontré quelqu'un ? Comment ça s'est passé ? Mon déclic a été surtout lors de mon premier boulot chez Nestlé. En fait, j'étais là pour être responsable nutrition de la région Picardie et Normandie. Donc, j'étais en fait une commerciale déguisée sous cette appellation-là. Et je me suis rendu compte que j'étais tout le temps avec l'équipe de R&D et ça me passionnait vraiment leur travail. Et je me suis dit qu'en fait, créer des recettes, c'était vraiment quelque chose que j'aimais bien. Et je me suis rendu compte que être ingénieur, c'était pas ce que j'aimais faire. Donc, tu as eu ton diplôme d'ingénieur quand même, tu l'as passé ? Ouais, je l'ai eu, ouais. Ah oui, je l'ai eu, sinon mes parents, je pense qu'ils auraient fait la tête. Donc là, t'avais quel âge ? T'avais 25 ans ? Oui, c'est ça, ouais. Ouais, en sortie d'ingénieur, ouais. 18, ouais, c'est ça, ouais, 18 plus 5, ouais. Tu travailles quand même dans ton métier d'ingénieur pendant 2 ans ? Non, pendant 6 mois. Le déclic a été assez rapide. Et tes parents, ils l'ont pris comment, justement ? C'est drôle parce qu'on en discutait justement dimanche dernier pendant un repas de famille. Quand j'ai dit ça, en fait, ma mère, elle a toujours voulu travailler dans la cuisine, mais bon, à cette époque-là, pour les femmes, c'était assez difficile et sa mère l'a plutôt orientée vers de la comptabilité, secrétariat, parce que pour une femme, à cette époque, c'était vraiment plus facile. Donc moi, en fait, quand j'ai dit que je voulais quitter l'ingénierie pour faire un CAP pâtisserie, ma mère n'a pas, bon, forcément, ça l'embêtait un petit peu parce que, c'est surtout avoir mis autant d'argent pour payer des études qui sont très chères. Et puis, au final, faire un CAP, forcément, elle avait un peu les boules, comme elle disait. Et mon père, lui, par contre, ça a été toute autre histoire. À un moment, on était tous les deux, je sais plus ce qu'on se faisait, et puis il m'a dit, écoute, je te laisse faire ta petite crise, mais tu vas retourner vite fait en ingénierie. Mais au final, maintenant, c'est mes premiers supporters et maintenant ils sont super contents. Mais c'est vrai qu'au début, ils avaient un peu les boules, je pense. Du coup, après, t'es partie dans quelle école ? J'ai fait donc l'école de boulangerie et de pâtisserie de Paris, donc qui se situe à Cours-Saint-Émilion, donc le BP. Donc une reconversion de 6 mois. Donc pendant ces 6 mois, tu as 3 mois de stage à faire dans différentes entreprises et 3 mois de travail donc à l'école. Donc pratique et la théorique, tout ce qui est hygiène, etc. Sachant que j'avais le bac, j'ai pas eu besoin de passer le français, la géographie et toutes les autres matières classiques. Et cette école-là, elle a été vraiment, c'est vraiment pour moi une des meilleures écoles. Les profs sont vraiment géniaux et puis on est très très bien encadrés même en étant adulte.
Et enfin, c'était vraiment bien. T'étais dans une classe qu'avec des adultes? Ah oui, ouais, c'est que des adultes. Bon, bien sûr, rien n'est vegan, hein. Donc bon, bah, j'ai jamais rien pu goûter. On manipule des produits animaux. Les œufs c'est des ovoproduits, donc c'est en bouteille. Il y a le lait, la crème, etc. Et c'est vraiment important. Bon, déjà pour ouvrir une pâtisserie en France, le CAP est obligatoire, donc il le fallait. Et aussi, ça apprend vraiment les bases, comment foncer une tarte, comment pocher des éclairs, comment pocher des choux, comment réaliser une crème pâtissière, etc. Les gestes techniques qui sont vraiment importants et les bases de la pâtisserie. Tu parles de pâtisserie végane, t'étais déjà végane avant? Enfin, en tout cas, tu travaillais des produits végétaux avant? Alors à cette époque-là, moi, comme je suis intolérante aux produits laitiers, là, j'étais vraiment juste sur les produits laitiers. Le déclic du vegan s'est fait après, lors de ma première embauche dans un restaurant parisien. S'appelle le Gentle Gourmet, qui a fermé depuis. Et c'est là vraiment où j'ai pu connaître le mouvement vegan et discuter avec les clients, etc., où je me suis vraiment plus intéressée. Et là, c'est là où je suis devenue vegan. Ok, donc en fait, t'as 23 ans, tu passes ton CAP pâtissier en 6 mois. Ouais. Ensuite, tu te fais directement embaucher dans le resto ou Ouais, en fait, directement à ma sortie de CAP, à la fin en fait de la formation, on devait acheter des gâteaux de nos pâtissiers préférés. Et moi, je suis allée au Gentle Gourmet, j'aurais demandé une pâtisserie végane pour faire découvrir la pâtisserie végane aux personnes de ma formation. Et bah, c'est là en fait où ils m'ont dit, bah écoute, nous on cherche quelqu'un pour créer notre gamme de pâtisserie végane, parce qu'à cette époque-là, c'était beaucoup de tofu. Enfin, ils utilisaient beaucoup de tofu, ils faisaient beaucoup de verrine, il n'y avait pas de pâtisserie fine. Et donc voilà, donc j'ai eu mon CAP et puis enfin j'ai passé mon CAP en juin et voilà, et puis je crois qu'un peu avant les résultats, j'étais déjà embauchée chez eux. Et pendant ton stage, t'as fait de la pâtisserie boutique, j'imagine, quand t'étais en études, quand tu faisais ton CAP? Ouais, quand j'ai fait mon CAP, j'ai fait plusieurs stages. Donc j'ai travaillé dans une entreprise qui faisait du cake design parce que ça m'intéressait. C'était chez Chloé S. J'ai été formée par Mathilde qui avait fait la formation briochine de cake design. C'était vraiment incroyable ce qu'elle faisait. Alors c'était pas du tout vegan non plus, puis il y avait plein de produits laitiers. Mais bon, à chaque fois dans mes stages, les personnes étaient intéressées pour avoir une option sans gluten aussi et une option sans produits laitiers. Donc en fait, je partais souvent en laissant une recette pour eux avec une adaptation. Puis j'avais fait aussi mon stage dans un coffee shop sans gluten qui proposait quelques options véganes, ça s'appelait Biosphère Café. Et un autre stage en boulangerie, alors là purement traditionnelle, en Picardie, dans la ville de mes parents. Donc voilà, 3 domaines complètement différents, mais je voulais un peu voir tout. Ok. Et t'as vu une différence du coup entre le métier de pâtisserie en restaurant quand t'étais au Gentle et en boutique? Alors oui, c'est vraiment 2 domaines différents et c'est pour ça aussi que je suis partie du Gentle parce que ça me plaisait pas du tout. Enfin, la pâtisserie de restaurant, c'est une pâtisserie à l'assiette, donc c'est un dressage qui est complètement différent. Et la pâtisserie en boutique, enfin, c'est des envois de pâtisseries qui sont vendus telles quelles, quoi. Il y a pas besoin de dressage autour. Et c'est vrai que moi, et je le voyais vraiment au Gentle, parce que j'étais vraiment douée pour la pâtisserie de boutique et pas la pâtisserie de restaurant. Tout ce qui est petit dressage autour, c'était pas vraiment ma spécialité. Et ton idée d'avoir ta propre boutique, du coup, elle est sortie, enfin, elle a émergé à quel moment? Alors, bah, elle a émergé au Gentle Gourmet parce qu'il y a beaucoup de clients qui venaient me voir en disant bon bah que c'était bon et que ils me poussaient en fait à ouvrir quelque chose dans Paris en disant mais il faut vraiment ouvrir quelque chose dans Paris parce que ça existe pas, ça serait peut-être tellement bon et tout. Donc l'idée a commencé à germer et puis je me suis dit allez hop. De toute manière, si j'avais quitté l'ingénierie pour passer mon CAP, c'était aussi pour créer quelque chose. Donc je voulais pas parce que bon la restauration c'est très difficile. On va dire que trouver des bons employeurs qui sont à l'écoute, qui valorisent, c'est assez rare. Et bon, je me suis dit que j'allais pas rester toute ma vie dans une cuisine en étant un peu sous-payée, etc. Je voulais faire vraiment quelque chose et faire évoluer aussi la pâtisserie qui existait à l'heure actuelle. Et donc, je me suis dit, allez hop, je me lance. Ok.
Et alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de comment tu as monté le projet de ta boutique? Quelles ont été les étapes clés? Est-ce que tu as, à l'époque, du coup, c'était il y a 4 ans, est-ce il y avait déjà un bon accueil même de la part des banques ou des clients pour avoir une pâtisserie végétale à Paris? Comment ça s'est passé? Donc déjà, passage par Pôle emploi, bien sûr, donc au chômage, etc. Donc, Pôle emploi, quand on est créateur d'entreprise, on est assez bien encadré. Il y a beaucoup de formations qui sont gratuites. La formation hygiène qui est obligatoire pour ouvrir est gratuite. Après, ils font donc la formation aussi quand on veut ouvrir une pâtisserie. On a une petite formation à passer à notre centre des métiers de l'artisanat qui est gratuite, alors que normalement elle est très très chère. Donc ça, on est bien encadré. Après, on est vraiment aussi bien encadré pour tout ce qui est études de marché. Donc bien sûr, il faut faire les recherches de notre côté, mais on a des trames, etc. Et puis, bah oui, quand tout est prêt, bien sûr, le passage aux banques. Et ça a été vraiment la galère totale. Parce que c'était un nouveau concept, en fait. Déjà, dans le prévisionnel, c'était très dur de chiffrer le chiffre d'affaires parce que en fait, je pouvais pas me baser sur la pâtisserie végane. Enfin, il y avait une sorte de pâtisserie végane qui existait. Ça s'appelait Vegan Folly, mais c'est pas vraiment une pâtisserie parce qu'elle a pas eu son CAP. Et en fait, sur son chiffre d'affaires, je pouvais pas me baser parce que moi, ce que je faisais, c'était complètement différent, mais je pouvais pas me baser sur un coffee shop parce que c'était complètement différent aussi. Donc, j'ai essayé de chiffrer en mettant entre les deux. Bon, finalement, c'était pas du tout les bons chiffres, mais ouais, les banques étaient assez véganes. Oh, c'est bizarre et tout. Enfin, c'est pas le fait que mon projet ne soit, parce que mon projet était fiable et viable parce qu'il a été validé par un bureau de gestion d'études en disant que oui, enfin ce projet est viable, il peut ouvrir. Mais c'est vrai que les banques étaient vraiment réticentes parce que c'était vegan déjà, c'est bizarre. Et donc là, j'ai vu vraiment de la réticence et je me suis dit, pour faire connaître le projet, il y a un truc qui est bien, c'est le crowdfunding, donc Ulule. Et j'ai créé une campagne pour avoir un peu de sous aussi pour me permettre d'avoir un apport un peu plus gros parce que bon, je sortais d'études donc j'avais pas un rond. J'ai travaillé pas 6 mois chez Nestlé que j'ai pu me faire une petite fortune. Donc il me fallait aussi 30% 30% de mes apports pour le prêt. Et donc j'ai créé un crowdfunding qui a permis de faire connaître le projet. Et je pense que ça a beaucoup aidé auprès des banques parce qu'on a eu énormément de contributeurs, on a eu plus de 200 personnes qui ont donné. Et ça a permis vraiment au projet d'avoir une grande visibilité. Et ça a plu auprès des banques. Bon, après, je me suis fait jeter des fois de manière horrible, quoi. Je me rappellerai toujours d'une banquière qui m'a regardé de haut et qui m'avait dit que de toute manière, mon projet, il n'ouvrirait pas, que ça marcherait pas. Et qu'elle avait contacté différents organismes et que de toute manière ils ne prêteraient pas. Ok, d'accord. Parce qu'il faut déjà savoir qu'à ce moment-là, j'avais déjà à peu près réservé le local que j'avais vu et qui m'avait vraiment plu. Donc il fallait que je trouve des fonds assez vite. Et ouais, j'étais sortie de là, j'étais en pleurs, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Enfin, moi, j'y croyais tellement et il y avait des gens en face qui étaient tellement froids que c'était très difficile. Et comme je voyais que vraiment j'y arrivais pas, j'ai fait appel à une courtière qui m'a aidée. Et c'était drôle parce que sa fille était intolérante aux produits laitiers. Et donc elle m'a vraiment soutenue. Et puis on a eu un rendez-vous dans une banque assez rapidement. Bon, après ils sont vraiment des passe-droits. Et elle m'a dit, écoute, on a rendez-vous le matin. Donc j'ai fait, bon bah moi je vais faire des viennoiseries véganes. Et puis comme ça on fait un petit déj, des brioches et tout. On fait un petit déj avec les gens, enfin avec les banquiers. Et bah ça a marché. Ils m'ont débloqué les fonds en 2 semaines. Et ils m'ont dit qu'en fait c'est vrai que avoir apporté le petit déjeuner, ils ont pu goûter, quoi, parce qu'ils se demandaient, ils voyaient les photos de ce que je faisais, quoi, mais bon après c'est vrai que le goût, puis bon, ouais, c'était bon et ils ont bien aimé et ils m'ont dit ça va être un super projet, donc on te donne l'argent que tu as besoin. T'avais choisi de t'installer à Paris alors que t'es pas originaire de la région. Alors moi je suis née à Paris, mais oui j'ai grandi en Picardie. Après, au début, mon étude de marché était plus basée sur Bordeaux, là où est actuellement ma petite sœur.
C'est vraiment une ville que j'aime beaucoup. Et l'étude de marché était bonne, mais n'était pas top. Bon, bah à l'heure actuelle, je pense que elle serait géniale parce que là, il y a beaucoup de choses qui ont bougé depuis 3-4 ans. Et après, je me suis dit bon, je vais regarder Paris. C'est vrai que Paris, bah, c'est l'endroit idéal. De toute manière, si on veut ouvrir un nouveau concept en France, Paris est vraiment le spot idéal et pour après peut-être en ouvrir d'autres dans d'autres villes. Mais c'est vrai que Paris, c'est un peu le point central. Donc j'ai décidé d'ouvrir à Paris. Et comment ça s'est passé alors le lancement de ta boutique? Ah oui, non, alors les premiers jours, il y avait une queue vraiment de malade en dehors de la boutique. Mais les gens du quartier se demandaient ce qui se passait en fait. Et c'est comme ça que enfin, les commerçants se demandaient vraiment ben, qu'est-ce que c'est que cette boutique avec la queue. Mais vraiment la queue, elle faisait 2 bâtiments, elle passait devant la pharmacie. C'était le bordel absolu. Et puis oui, bah on ouvre à 9h, à 14h, on n'est plus rien. T'étais toute seule? Alors, j'ai commencé où j'avais donc Cindy en vente et il y avait Eolia en pâtisserie. Et maintenant, donc j'avais 2 employés, maintenant j'en ai 7. Donc voilà, ça a vite grandi. Ouais, et au début, ouais, c'était vraiment galère. Je faisais des journées de 21h. Enfin, je me levais à 4h, je me couche à 21h, donc j'avais pas beaucoup de sommeil. Et je fais ça pendant 3 mois. C'était vraiment très dur, mais après, enfin, je voulais vraiment pas lâcher. Ouais, j'ai mis vraiment toutes mes tripes et bah ça a pris, ça a très bien pris. On a eu un très très bon accueil. Bah, c'était vraiment la première. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient curieux, beaucoup de véganes, mais beaucoup de gens aussi qui n'étaient pas du tout véganes ou du quartier qui voyaient qu'il y avait il y avait la queue. Et c'est bon, bah, la queue attire la queue. Je suis désolée, mais bon, faut le dire quoi. Et en fait, les gens voyaient la queue et se disaient mais s'il y a autant la queue, c'est que ça doit être bon. Bon bah viens, on va faire la queue pour voir ce que c'est. Et en fait, c'était comme ça quoi. Il y avait de plus en plus de gens. Donc voilà. Et ouais, et donc bah on a fait grossir les équipes de production assez vite pour répondre à la demande. Après, on a eu aussi bon bah quelques retours négatifs de personnes qui disaient que bah comme on est devenu vegan, on devrait pas ouvrir de boutique. C'est qu'on avait décidé de pas d'arrêter de manger des gâteaux quoi, etc., etc. Donc il y a eu un très bon accueil. Après enfin, comme tout le monde quoi, enfin comme tout projet, on a eu des personnes qui étaient un peu moins heureuses de nous voir ouvrir parce que c'est vrai que la pâtisserie c'était vraiment ancré dans le patrimoine français. Et là, faire de la pâtisserie végane, enfin les gens connaissaient pas. C'est pas un flan ce que tu fais. Il y a pas d'œuf dedans, il y a pas de lait. Tu peux pas appeler ça un flan. Bah si. T'as eu ce genre de remarques de la part de professionnels aussi ou? De la part de professionnels, non. Enfin, personne n'a osé, en tout cas, me le dire en face. Après, c'est vrai que quand tu regardais les interviews des grands chefs il y a quelques années, pour eux, le vegan, c'était impossible. Hein. Enfin, vegan, non. Enfin, jamais je me mettrais au vegan, etc. Alors que maintenant, Pierre Hermé fait du vegan, quoi. Alors qu'il y a quelques années, son discours était totalement différent. Donc bon, ça change et c'est bien. Et c'est bien que ça change. Et du coup, à quoi est-ce qu'elle ressemble aujourd'hui ta gamme de produits? Donc nous, on a une partie viennoiserie, tout ce qui est croissant, pain au chocolat, les brioches suisses, cinnamon roll. Je pense qu'en viennoiserie, ce qui se marche le mieux, c'est vraiment le cinnamon roll. Toute une gamme, ce qu'on appelle les gâteaux de voyage, donc tout ce qui est madeleine, cake marbré, cake noisette. Cake noisette, c'est vraiment un classique. C'est mon préféré. Ah ouais, ouais c'est vrai qu'il est très bon. Ouais, donc ça vraiment quand il y a un client qui vient et qui nous dit je voudrais un gâteau à emporter vite, bah cake noisette ou sinon les cookies aussi, chocolat cacahuète. Et puis toute une gamme de pâtisseries fraîches, donc avec toujours un baba qu'on revisite en fonction des saisons. Donc là par exemple à l'heure actuelle c'est chocolat blanc bien sûr vegan et myrtille. C'est comme on travaille des fruits français et bio, il y aura jamais de fraisier au mois de février. Donc on travaille vraiment en fonction de notre mercurial. Par exemple, on a toujours une tarte citron qui change. Donc là, en c'est citron coco. Avant, c'était citron pamplemousse. Donc voilà. Et puis après, avec l'équipe de production, Caroline, ma sous-chef, qui est là depuis l'ouverture. Et c'est ça qui est bien aussi chez nous, c'est que le turnover il est assez bas. Et en fait, l'équipe a été formée et quand on veut créer des nouveaux desserts, on fait des petits brainstorming et ça va très vite en fait. J'arrive et j'ai écouté, j'aimerais bien faire un truc avec du yuzu, etc. Bon, on fait ça, ça, ça. Ah bah voilà, bon bah c'est bon, le dessert il est créé en 10 minutes. Une fois, il y a une stagiaire, elle était un peu abasourdie de voir qu'en fait, on créait les desserts aussi rapidement. Et une partie, salée aussi, avec pizza, quiche. La partie salée, tu la mets
place dans un second temps? Alors ouais, on l'a mis en place quand Fanny, qui maintenant a créé The Friendly Kitchen, est venue bosser chez nous. Et en fait, elle est venue bosser chez nous parce que elle voulait apprendre aussi de la pâtisserie, donc elle avait pas du tout de diplôme. Hein. Et je voulais aussi voir avec elle pour développer un peu notre gamme salée. C'était vraiment l'offre salée. En fait, on avait vraiment un trou entre midi et deux, et on s'est dit pourquoi pas faire une petite offre salée. Bon, pas grand chose parce qu'au final, on n'a pas vraiment trop de place. Mais bon, quelques sandwichs, les quiches et pizza surtout, ça marche bien. En ce moment, c'est vraiment le sandwich, les gens viennent juste pour sandwich. Et pour vous inspirer, donc tu parlais de faire des brainstorming avec ton équipe, est-ce que vous vous inspirez d'autres peut-être pâtissiers ou c'est plutôt vraiment sur les fruits et légumes de saison? Indirectement, quand tu regardes toujours tes réseaux sociaux, t'es influencé en fait, parce que tu vois des choses, tu les enregistres et au final après tu dis on va faire une création comme ça, et puis en fait tu te rends compte que indirectement t'avais été inspiré par un autre chef. Après, moi, je regarde beaucoup, oui, des magazines genre Food Pâtisserie. Bon là, c'est vrai que ça fait longtemps que je l'ai pu acheter, mais je regardais les créations, les tendances. C'est un peu comme la mode, quoi. Enfin, il y a toujours des tendances, donc il faut pas passer à côté. J'ai dû acheter, je crois, un bouquin de pâtisserie végane, mais bon, je m'inspire vraiment pas. Moi, c'est vraiment ce qui m'inspire, c'est les recettes donc traditionnelles avec les œufs, etc., que je véganise. Mais après, les associations de saveurs, vraiment, en fait, on regarde surtout les associations de saveurs qui se font en ce moment, etc. Ouais, les bases techniques, ça va être plutôt sur ce qui existe déjà dans la pâtisserie traditionnelle. Ouais. Et après, en termes de saveurs, ce qui se fait en ce moment en fonction de la saison ouais, c'est ça. Et des modes, quoi. C'est ça. Ok. Et c'est parfait parce que tu parlais de livres. Il me semble que tu as écrit d'ailleurs plus d'un. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler du process d'écriture d'un livre de pâtisserie, en plus vegan à l'époque? Comment ça s'est passé pour toi? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Il y a le premier, s'appelle donc La pâtisserie végane, donc aux éditions La Plage. Ce bouquin, je l'ai écrit quand j'étais en train d'ouvrir VG Pâtisserie. Donc ça a fait vraiment une double pub. Je pense que c'est ça aussi qui a participé au succès de l'ouverture. Donc en fait, dans ce livre-là, il y a vraiment toutes les bases de comment remplacer les œufs, les produits laitiers, les crèmes par des substituts véganes. Donc par exemple, pour un cake pour le moelleux, on aura par exemple le yaourt, la compote de pommes, etc. Et dans ce livre, il y a vraiment les bases de la pâtisserie française, un peu comme chez VG, quoi. C'est vraiment des pâtisseries fines françaises. Donc avec toute une partie tarte, une partie entremets, une partie macaron, une partie gâteau de voyage. Et c'est vraiment un livre, au début du livre, il y a un tableau qui explique justement comment remplacer les œufs en fonction de leur rôle, parce que bien sûr, l'œuf a plusieurs rôles, donc c'est pour ça qu'il est assez difficile à le remplacer. Et il y a pas mal de gens qui achètent ce bouquin pour notamment ce tableau, parce que on a tous des recettes fétiches, on a tous des recettes qu'on adorait et qu'on veut véganiser. Et ce bouquin permet aussi ça. C'est pour ça que je pense que c'est un peu une plus-value pour ce bouquin. Celui-là, c'est vraiment la Bible pour toutes les personnes qui veulent en fait essayer de faire de la pâtisserie végane chez eux, fine ou pas, du coup, grâce au tableau, quoi. Il y a vraiment de tout, il est hyper complet. Ça fait toujours bizarre mais il y a plusieurs clients qui disent oui, c'est la Bible de la pâtisserie végane. Enfin, c'est un peu, c'est touchant, mais c'est touchant, mais c'est un bon début parce qu'après, il y a d'autres livres qui sont sortis qui sont très bien, mais c'est vrai que ce livre-là permet vraiment d'avoir les bases, c'est assez important. Et puis le deuxième livre, c'est juste c'est un petit livre sur la pâte à choux végane, donc beaucoup plus petit, hein, avec quelques recettes, dans les éclairs, pièces montées, etc. Et alors, comment tu fais pour avoir le temps de gérer une entreprise avec 7 salariés qui tournent très bien, écrire des livres, en plus de ça, t'as lancé il y a pas longtemps une chaîne YouTube. Ouais. Tu fais aussi des cours de pâtisserie. Comment fais-tu? Eh ben, j'ai pas de vie. Non, je rigole. Ouais, non, mais alors, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, je me demande aussi des fois comment je fais. Bon, alors, des fois, je suis vraiment très fatiguée, mais là, ça va. En fait, au début, le démarrage est très difficile parce que c'est un rythme auquel on n'a pas l'habitude. Mais là, je me considérais un peu comme une work addict, c'est-à-dire que j'ai toujours besoin de travailler. Et quand je suis en vacances, des fois, il faut vraiment que je m'occupe tout le temps à faire des activités parce qu'en fait, sinon, je m'ennuie puis j'ai envie d'aller bosser, quoi. Puis en fait, c'est toujours faire plaisir aux clients.
fait, enfin, la pâtisserie, aussi un métier où on donne du plaisir aux personnes. C'est un peu un métier social indirectement. Et faire plaisir aux gens. Je sais que nos clients ont beaucoup d'attentes. Et en fait, je suis toute seule. VG Pâtisserie, c'est une personne, c'est une SASU. Donc je suis la seule dirigeante. Donc c'est vrai que bon, c'est très difficile de tout porter. Enfin, tout ce qui est course et voilà. Après, avec Caroline, ma sous-chef, bon, avant on faisait les cours, mais on a arrêté parce que c'est vrai que ça nous prenait vraiment trop de temps, donc on n'arrivait plus. Mais les cours, on les faisait à deux, par exemple. Après, la chaîne YouTube, ouais, j'ai décidé de la faire parce que, d'un point de vue communication aussi, c'est bien. Et puis que les gens, il y avait les livres, les recettes, mais c'est vrai qu'en fait, c'est beaucoup plus clair par vidéo. Ça, y a rien à dire. Donc, puis, c'est drôle. La première vidéo, c'était un peu drôle parce que j'étais pas trop à l'aise et ça se voit bien sur la vidéo. Maintenant, ça va mieux. Et donc, en fait, le dimanche en production, à partir de 13h, moi, je suis là depuis 5h du mat et jusqu'à de 14h à 16h avec Sébastien Cardinal, parce que c'est lui qui me filme, on fait des vidéos les dimanches. Donc j'avoue que le dimanche soir, quand je rentre, je dors direct. T'as un bon retour sur ta chaîne YouTube? Ouais, je sais. Mais en plus, je regarde pas du tout. Je crois qu'on est à plus de 3000 abonnés. Je sais. Mais ouais, il y a un bon retour. Il y a quelques pouces vers le bas, mais ça, c'est bon signe, ça veut dire que ça marche. Non, il y a beaucoup de retours. Puis les gens sont intéressés et il y a beaucoup d'étrangers aussi qui commentent parce que les deux bouquins n'ont jamais été traduits en anglais. Et il y a beaucoup d'étrangers, c'est vrai que en regardant les vidéos, même s'ils comprennent pas forcément le français, avec les gestes et comme tout est écrit, il y a les ingrédients qui sont écrits, c'est vrai que c'est pratique. Là, par exemple, pendant le confinement, c'était drôle de voir que la brioche, elle a explosé en nombre de vues. C'est super satisfaisant. Est-ce que tu as une journée type? Est-ce que tu peux raconter pour les gens qui connaissent pas du tout le milieu de la pâtisserie, quoi ça ressemble d'aller en cuisine et aussi de gérer en fait une boutique? Alors moi j'ai de la chance, c'est que je vis pas très loin de la boutique. Donc je me lève à 4h30, je prends ma trottinette électrique pour aller chez VG. Ça va plus vite que de marcher, surtout le matin quand on a un peu la tête dans le pâté, ça marche bien. Et puis donc j'arrive chez VG un peu avant 5h. Donc je suis la première parce que l'équipe arrive, on a deux équipes, une équipe le matin et une équipe qui fait l'après-midi et le du soir. L'équipe du matin arrive à 6h30 ou 6h le samedi. Donc en fait moi j'arrive et ce que je fais c'est que je mets donc les viennoiseries en pousse et donc je m'occupe vraiment, en fait mon métier c'est un peu ce qu'on pourrait appeler le tourrier normalement. Donc c'est moi qui fais les viennoiseries et puis le matin après j'abaisse toutes les brioches et puis je les façonne. Donc je suis vraiment dans la partie laminoir four le matin. C'est parce que c'est ce que tu préfères faire? Parce que c'est vraiment technique et qu'en fait ce sont des métiers, ouais, comme c'est des horaires de nuit, ce sont des métiers qui sont assez durs et c'est très dur de trouver une personne compétente parce que ce sont des métiers qui s'arrachent un peu dans toutes les pâtisseries. Ils aiment travailler le beurre, quoi. Normal, ils aiment vraiment travailler leur matière première de prédiction, le beurre, quoi. Pour elle, la margarine. Pour eux, c'est pas forcément bien, je pense. Et donc moi, je m'occupe de ça. Le matin, c'est moi qui passe le serpillère chez VG Pâtisserie. Donc c'est la boutique écline, c'est moi. Donc le matin, après, je passe la serpillière. Puis, en fait, je m'occupe de faire toute la mise en place des pâtisseries dans la vitrine réfrigérée avec l'encement Dorine qui est du matin. Couper les cakes, les mettre sous cloche, préparer les plans, etc. Donc toute la mise en place du matin. Et je m'occupe aussi moi du salé. Donc les pizzas et tout, c'est moi qui les prépare les sandwichs. Et puis après, la journée, rebelote. On fait les croissants, les pains au chocolat. Oh mon Dieu, ma journée. En général, j'essaie de quitter VG à 17h pour soit après je vois parfois des amis pour aller boire une petite bière de fin de journée bien méritée, ou sinon je rentre et j'ai tout ce qui est les factures à faire, factures à envoyer au compta. Donc parce que bon, il y a le métier en production, mais enfin être chef d'entreprise, il y a tout un côté administratif aussi à gérer, donc qui est assez lourd. Parce que là d'ailleurs en face de moi j'ai ma pile de factures à envoyer que j'ai toujours pas faite, qui traîne un peu. Mais voilà. Après, enfin, au début, c'est vrai que pendant 2 ans, un an et demi, j'étais vraiment
focus sur VG pâtisserie et vraiment ma vie à côté, mes amis, je les voyais pas parce que j'avais vraiment pas le temps et que j'essayais vraiment de me mettre à fond sur le démarrage. Là maintenant j'ai un peu plus de temps. C'est vrai que j'essaye de profiter un peu plus à l'extérieur aussi. Et puis voilà. Et puis bon, en gros, à 21h, il y a plus personne, je dors. Pour rebelote le matin à 4h30 du mat. Bah, ça fait des sacrées journées. Du coup, maintenant, ça fait 3 ans que VG Pâtisserie est lancé. Est-ce que le concept que tu avais en tête au départ, il y a 3 ans, avec le recul, est-ce que tu te rends compte que c'est similaire? Est-ce qu'il a beaucoup évolué? Avec le recul, je me dis que c'est vrai qu'ouvrir toute seule, c'était pas forcément une bonne idée. Ça aurait été mieux d'ouvrir VG Pâtisserie à deux, parce que ouvrir une société, c'est vraiment dur. Et après, c'est vrai que VG Pâtisserie a grandi très vite. Je pensais pas que ça aurait autant de succès en fait. Alors, en fait, je m'étais vraiment lancée en mode faut le faire, mais j'avais pas trop réfléchi quand même à ce qui pourrait se passer après. Mais ouais, ça a eu du succès et tant mieux. Et puis ce qui fait plaisir aussi, c'est je pense pas qu'il y aurait autant de personnes non véganes qui ont un régime alimentaire omnivore qui viennent chez nous en fait, qui aiment et qui viennent parce que bah c'est bon. Et ça, je pensais pas qu'il y en aurait autant en fait. Tu penses que c'est combien de ta clientèle? Bah en fait, il y a vraiment 60% de personnes véganes et 40% de personnes qui sont pas du tout véganes ou qui ont des allergies. Il y a vraiment beaucoup de. Puis les gens, enfin, on les voit parce qu'en fait, ils discutent beaucoup avec les vendeurs. Parce que ça interpelle pâtisserie végétale. C'est quoi, bonjour, c'est quoi les pâtisseries végétales? Donc on explique. Ah, c'est vrai que ça a l'air bon. Bon, bah, je vais tester ça. Bon, bah, ok. Puis après, ils reviennent. Ils me disent, ouais, c'était super bon. Je vais en prendre pour tous mes amis pour faire découvrir. Ok. Et là, on enregistre, on est en juillet 2020. Donc, on a juste la crise du Covid qui est peut-être derrière, on espère pas trop devant nous. Et à Paris, il y a eu les grèves à Noël. Avant, il y avait des gilets jaunes. Donc, ça a été, je pense, une année qui est un peu difficile même difficile pour les restaurateurs. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment toi, ça a affecté ton business? Ouais. Bon bah sur Langue de Bois, hein, de toute manière, nous donc on est sur le métro 9, donc en fait on a eu la grève RATP de plein fouet parce que pendant plus d'un mois on n'avait plus de métro. C'était assez difficile parce qu'en fait on se rend compte que les Parisiens, s'il n'y a pas de métro qui arrive devant Véché, bah ils venaient pas. Et puis bon, enfin c'était vraiment la galère quoi. Le métro, il était blindé, il n'y en avait presque pas aux alentours. Ensuite on a eu les gilets jaunes et on est en fait le boulevard Voltaire se situe entre la place de Nation et la place de la République. Et la place de Nation et la place de la République à Paris, les cortèges se font entre ces deux places. Et il y a 3 boulevards qui y mènent, dont le nôtre. Donc c'est vrai qu'on a eu quelquefois, on a dû fermeture administrative, hein, avec des policiers qui viennent nous signer. On doit signer une feuille disant qu'on a pris les risques et que si on ouvre, et ben en gros, bah ça sera pour notre pomme et que les assurances elles vont pas rembourser quoi. Donc voilà, on a dû fermer. On a installé un rideau métallique pour éviter les casses. Après, oui, le Covid. oui. On se demande ce qui va se passer après. C'est très difficile. Déjà, pendant la grève RATP, on a eu une chute de chiffre d'affaires d'environ 30%. Bon, c'était pas non plus catastrophique. C'était un peu plus difficile. On pompait sur la trésor, mais ça va. Là, avec le Covid, comme on est une pâtisserie, on est sous la convention de la boulangerie-pâtisserie. On n'était pas dans l'obligation de fermer, comme on vendait des denrées alimentaires. Mais j'ai pris la décision, moi, de fermer 4 semaines parce qu'il y avait le gros pic et l'équipe était assez stressée. Et puis bon, très clairement, on n'était pas prêts. On n'avait pas les protections, en fait. On a fermé 4 semaines pour la sécurité de l'équipe. Entre-temps, on a commandé tout ce qu'il fallait. Donc, les vitres de protection pour la vente, les marquages au sol. C'était 4 semaines très stressantes. C'était vraiment l'horreur parce que même les comptas ne savaient pas trop comment on devait faire. Après, avec l'État, on a eu pas mal d'aides. On a eu 1500 euros par mois, mais bon, 1500 euros, c'est rien sur un loyer de près de 3000 euros, par exemple. Enfin, 1500 euros, c'est que dalle, mais c'est mieux que rien. Franchement, c'est mieux que rien. Après, on a eu le chômage partiel, qui était très chaotique parce que le site buguait. Il y avait tellement de gens qui se connectaient dessus que c'était vraiment l'hécatombe. C'est un site qui a été fait très vite, donc qui était, je pense, assez mal codé et il y a eu pas mal d'erreurs. Et puis même les comptables ne savaient pas comment le remplir. Vraiment, en fait, personne ne savait rien, même encore à l'heure actuelle. Ça évolue tout le temps. Donc au début, le chômage partiel était pris en charge à 100%. Finalement, c'est 80%. Et là, à l'heure actuelle, c'est 60%. Parce que même si la vie a repris, nous, on n'a plus les touristes. Donc on a encore une baisse en chiffre d'affaires.
Bon, les prêts ont été gelés, mais les loyers, comme moi j'ai un propriétaire particulier, on a dû payer les loyers. Enfin, l'impôt des sociétés qui normalement devait être supprimé, on a dû le payer là. Bon, en fait, il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par le gouvernement qui en fait n'ont pas du tout suivi. Et en fait, on doit payer l'URSSAF. L'URSSAF normalement devait être supprimé pour les TPE, donc les entreprises de moins de 10 salariés. Finalement, non, ça va pas être supprimé. Donc en fait, on peut à l'heure actuelle bloquer les prélèvements d'URSSAF. Nous, c'est ce qu'on fait. Donc là, ouais, on a à peu près entre 25 et 30 000 euros d'URSSAF qui sont bloqués pour éviter que le compte soit débité. Entre-temps, l'État a mis en place un prêt d'État qu'on a eu. Nous, on a eu 30 000 euros en prêt, sachant qu'on a 25 à 30 000 euros d'URSSAF qui vont tomber. C'est la trésor, elle va rediminuer. Et en fait, on a beau tout faire, donc nous, on a mis en place un site internet, on a développé tout ce qui est click and collect et livraison, donc les gens peuvent commander en ligne, venir récupérer ou se faire livrer chez eux. On était sur des Deliveroo qui ont augmenté leur zone de livraison, donc ça a vraiment aidé, mais le souci, c'est que les gens, pendant le confinement, ils ne commandaient pas parce qu'ils avaient peur des contaminations, ce qu'on peut comprendre. Donc en fait, il y a moins de monde, ça reprend petit à petit, on le voit, le chiffre d'affaires reprend, mais c'est vrai que le trou dans la trésor qu'a créé le Covid, on pourra jamais le remplir. Si l'URSSAF est prélevé, en fait, ça va nous prélever tout ce qu'on a perdu. Donc, on a l'impression un peu d'être en sursis, quoi. D'être en sursis. Pour l'instant, on est en sursis et on sait que ça va arriver et on peut rien faire et on attend, en fait. Enfin, c'est horrible. Vraiment, cette situation est vraiment très stressante parce que, on peut rien faire. Et en fait, c'est ça le pire. Donc, on attend de voir. Est-ce que les promesses de l'État vont vraiment être tenues? Donc toi, tu as modifié un petit peu ton offre, tu disais, avec plus de à emporter, ce que tu faisais pas forcément avant. Ouais, on a créé donc vraiment le site internet pour que nos clients puissent se faire livrer et commander en click and collect à emporter. Et ça marche bien. Ça a énormément marché pendant le confinement. Hein. Là, les gens ressortent un peu plus, donc ça marche un peu moins le site internet. Mais c'est vraiment une offre qu'il faut qu'on laisse parce que les gens préfèrent aussi se faire livrer. Ce qu'on peut comprendre. Ok, merci pour cette explication, parce que je pense que en tant que client, on se rend pas toujours compte en fait de l'impact que ça peut avoir sur la restauration, même si on en parle. Mais du coup, je voulais juste aborder avec toi en dernier un peu ta vision au global du marché de la pâtisserie et de la pâtisserie végétale. Quel est, à ton avis, son avenir ? Est-ce que parfois on me dit c'est qu'une mode de toute façon Oui, c'est vrai qu'au début, nous aussi, on a entendu l'effet tendance, mode. Moi, je pense que c'est la pâtisserie de l'avenir. De un, parce que il y a beaucoup, le véganisme, et puis on peut voir là avec les élections qui se sont passées récemment, l'écologie a cartonné. Donc, je pense que les gens en prennent un peu plus de plus en plus sur l'écologie, le véganisme. Donc moi, je pense que c'est la pâtisserie de l'avenir là-dessus, parce que la pâtisserie végane, c'est une pâtisserie quand même qui est engagée, parce que on n'utilise pas de produits animaux, mais il y a aussi tous les à côté. Par exemple, chez DG, on travaille là avec des emballages qui sont compostables. On évite les déchets, etc., avec les paniers anti-gaspi. Donc, il y a vraiment, en fait, tout. Il y a vraiment un à côté là-dessus. Puis, les clients, en fait, aiment bien aussi savoir, forcément, c'est un peu plus cher, parce que les matières premières sont un peu plus chères, mais à côté, en fait, on fait d'autres choses aussi. Et en fait, c'est ça aussi qui fait la force de la pâtisserie végane. Et puis, il y a de plus en plus de personnes qui ont des allergies à l'œuf ou des intolérances, qui se retrouvent aussi dans la pâtisserie végane. Et c'est aussi une pâtisserie de challenge. Et on voit, par exemple, avec Michael Bartosetti, qui travaillait avant au Shangri-La. Donc là, Pierre Hermé, qui a sorti 2 pâtisseries véganes. Et normalement, je crois qu'ils vont en ressortir d'autres en 2021. Je crois que c'est au printemps 2021. Et voilà, c'est vraiment une pâtisserie de challenge où on doit vraiment repousser nos connaissances, on doit vraiment réfléchir. Mais comment on peut obtenir ça? Parce qu'après, on utilise des œufs, là. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, c'est une pâtisserie qui est toute nouvelle. Donc, c'est pas comme si on avait la pâte à choux qui existe depuis 1900 et quelques, ou je sais pas quelle année. Ça doit être même encore plus vieux. En fait, il y a pas vraiment de recettes. Chacun a ses propres recettes, ses variantes. Et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, tu peux manger une tarte au citron de chez nous, une tarte au citron je sais pas, par exemple, de Joe Nana Cake, une tarte au citron ailleurs. En fait, elles auront pas le même goût parce qu'en fait, on travaille différemment. Alors que des fois, t'achètes des tartes au citron, t'achètes 3 tartes au citron, elles ont à peu près le même goût en traditionnel. Que là, en fait, on a des approches vraiment différentes des fois et c'est intéressant. Ouais, c'est vraiment la pâtisserie du challenge. Donc, c'est pas du tout un effet de mode.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens, des particuliers qui veulent juste se lancer dans la pâtisserie végétale? Par où commencer? Achetez mon livre. Je dirais déjà par regarder sur internet un peu ce qui se fait, et puis par quoi commencer, par une recette. Par exemple, l'aquafaba, c'est vrai que quand on a su que ça pouvait se faire, c'est vrai que c'était un peu révolutionnaire. Et quand on en parle des fois à nos clients qui sont pas du tout véganes, et la meringue, vous la faites comment? Avec l'eau de cuisson des pois chiches. Et là, il y a les yeux pois chiches. C'est vrai que commencer par une petite mousse au chocolat avec de l'aquafaba, ça peut être sympa pour voir vraiment ce qu'on peut faire. Et c'est assez magique en plus. C'est vraiment impressionnant, ouais. Donc achetez tous le livre de Bérénice. Écoute, merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Où est-ce qu'on peut retrouver tes actualités? C'est donc vgpatisserie.fr. Après, on est beaucoup sur Instagram, donc vgpatisserie. Tous les réseaux sociaux, c'est @vgpatisserie. Et puis, notre boutique se situe donc au 123 boulevard Voltaire, Paris 11, métro 9, sortie boulevard Voltaire. C'est tout droit. Merci beaucoup, Bérénice. Merci à toi. À bientôt chez VG. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à nous laisser un commentaire sur ton application de podcast préférée et à en parler autour de toi. Tu peux aussi nous suivre sur les réseaux sociaux et partager l'actualité de nos comptes Instagram ou Facebook @lesbecssucrés-podcast. Et si tu veux nous écrire, tu peux nous contacter à l'adresse contact@lesbecssucrés.com. À très vite.